Ali Bongo est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. À son arrivée à Yamoussoukro à 11 h ce mercredi, le président gabonais a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À Mans, ville de l'Ouest montagneux ivoirien, les ONG fleurissent depuis l'avènement de la crise post-électorale, des organisations qui souffrent d'un manque criard de moyens financiers. Le policier incriminé dans l'affaire Michael Brown ne sera pas condamné. Le verdict crée des tensions en ce moment à Ferguson, aux États-Unis. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur RTI 2. C'est à 11 h précises, ce mercredi matin, vous allez le voir en image, que le président gabonais Ali Bongo est arrivé à Yamoussoukro. C'est la deuxième visite officielle qu'il effectue en Côte d'Ivoire depuis son accession à la tête du Gabon en 2009. Le président gabonais a été reçu à sa descente d'avion par son homologue ivoirien et plusieurs autres personnalités politiques. Son séjour en terre ivoirienne va durer 72 heures et il sera principalement question du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'application effective des mesures de répression en ce qui concerne l'interdiction des sachets plastiques est rentrée en vigueur depuis le début du mois de novembre. La servitude, l'exploitation sexuelle, le mariage forcé, bref, la traite des personnes sous toutes ses formes sera bientôt réprimée par une loi qui va être soumise aux députés. Quelques sujets qui étaient à l'ordre du jour lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Et je vous propose de suivre maintenant un extrait du communiqué final du Conseil des ministres, lu par le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Ici, il s'agit de traite de personnes, d'une personne qui utilise une autre personne ou un groupe de personnes pour atteindre des objectifs qui peuvent derrière avoir peut-être des intérêts financiers, etc. Un père de famille n'a pas le droit de marier de force sa fille. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le mariage doit être une décision prise par la personne qui est concernée. Voilà. Donc il s'agit là de lancer ce message-là à toute la population en disant désormais, voilà ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le mariage. Qu'il n'y ait plus de mariage forcé. Mais si la personne décide d'elle-même d'y aller, j'allais dire, elle n'a pas été forcée, donc il n'y a pas de traite. Parce que dans certains cas, malheureusement, il y a une vraie traite derrière la décision de mariage. Ce n'est pas une décision désintéressée du père. Ne pensez pas qu'il le fait par amour pour sa fille. Dans beaucoup de cas, il le fait par intérêt. Et cela est su. Donc il s'agit d'une décision qui va permettre, nous l'espérons, de traquer ce type de cas. Mans, la capitale de la région du Tongpi, a perdu de son charme suite à la récente crise post-électorale. Une situation de grand malade pour cette ville touristique qui a favorisé la floraison des organisations non gouvernementales. Des ONG qui aujourd'hui souffrent du manque de formation, de moyens logistiques et surtout de moyens financiers. Au nombre de 68, ces organisations désormais à l'étroit appellent donc les bonnes volontés à renforcer leurs capacités en vue d'être plus efficaces sur le terrain. Franck Quadio. Mans, capitale du district des montagnes. La ville durement touchée par la décennie de crise, aujourd'hui pense ses blessures. Au chevet de la cité convalescente, une multitude d'organisations non gouvernementales. Au niveau d'Abidjan, vous n'allez pas savoir ce que nous avons vécu à l'ouest. Ici, notre zone a été vraiment secouée par la crise. Vous voyez qu'il y a trop d'ONG. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Des ONG qui interviennent dans tous les secteurs, cette dame s'occupe des enfants orphelins et vulnérables. J'ai organisé les femmes, vraiment, en petits groupes qui faisaient des AG, voilà. Et les enfants, je les ai organisés. J'ai organisé un centre d'apprentissage et de gardiennage. Au niveau de la protection, nous avons créé ce centre qui est un centre de référence en matière de prise en charge psychologique, juridique, judiciaire et économique des femmes affectées par la crise et des femmes vulnérables, c'est-à-dire des femmes qui ont des problèmes au sein de leur famille. La tâche est ardue, manque de formation, de moyens, mais surtout de financement. Les ONG qui sont pas vraiment organisées comme il le doit. C'est ce qui fait qu'on a un problème d'obtention de financement. Aujourd'hui, il n'y a plus de partenaires. Ils sont tous partis vu que la situation s'est améliorée. Donc l'État vraiment se doit maintenant de nous apporter de l'aide afin que nous puissions être actifs sur le terrain. Des difficultés qui au fil des années ont freiné l'activité de plusieurs ONG.
Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est souvent d'être incompris des politiciens qui pensent que les ONG empiètent sur les domaines d'intervention. Voilà. Alors que non, nous sommes à la disposition de tout le monde. Nous ne faisons pas de la politique. Il y a des structures aujourd'hui qui n'ont pas de fonds, qui mènent les activités à fonds propres. Pour la seule ville de Mans, 68 ONG identifiées. L'Union européenne, à travers le projet LIAN, Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, décide de renforcer les capacités des ONG. Les organisations ont sollicité de nous qu'on puisse les renforcer en montage de projets pour leur permettre de proposer des projets que des organisations internationales peuvent financer. La deuxième chose concerne le montage de budget. Donc nous avons une deuxième équipe qui est venue avec nous, qui est chargée d'aider les associations à monter les budgets pour les différents projets qu'ils vont soumettre aux bailleurs. Un projet qui arrive à point nommé, les besoins humanitaires dans cette région étant de plus en plus croissants. On reste dans la ville de Mans où les programmes de votre chaîne, la RTI2, sont disponibles depuis bientôt une semaine. Un événement qui suscite de nombreuses réactions positives, dont celle des députés de Diawala et de Niélé. Sans communication, il n'y a pas de développement. Sans communication, il n'y a même pas d'émergence. Et je pense que nous sommes dans une phase décisive. Il faut que les gens aient accès, non seulement à la RTI1, mais à la RTI2. Comme ça, on sent qu'il y a la diversité et les gens pourront vraiment s'épanouir très, très agréablement. Surtout avec vos programmes de longs métrages, des films et tout ça. Ça salue. Je pense que la RTI, vraiment, c'est vraiment une ambiance. C'est mettre beaucoup sa culture. Parce qu'il y a même les jeunes, tout le monde a sa place dedans. C'est une fierté pour nous de vraiment trouver la RTI dès aujourd'hui dans toute la Côte d'Ivoire. Et surtout vos films, vos séries. Souvent, quand je tombe dessus, je ne veux plus quitter l'écran. Ça m'arrive de vraiment suivre RTI2 jusqu'à la fin. La communauté internationale a dit non ce mardi 25 novembre aux violences à l'égard des femmes. Une journée mise à profit pour mieux informer l'opinion publique sur la question des violences faites aux femmes. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, plus de 2 viols et 3 incidents domestiques sont enregistrés chaque jour. Les détails avec Christelle Lunda et Ami Sissoko. Des femmes battues, violées, injuriées, les témoignages sont nombreux. Mais combien d'entre elles acceptent de sortir du silence? J'ai été victime de violences, pas corporelles, mais violences psychologiques. Devant les gens, on t'écrit là-dessus, il y a des propos désobligeants même qui sortent, vraiment qui me choquent. Il y avait une servante chez ma voisine qui devait aller se marier. Elle est partie et 2 mois après, on la revoit chez nous. Avec son mari, les relations étaient vraiment tendues. Que chaque fois, la nuit, pendant les relations, c'était la violence. Les violences faites aux femmes est un phénomène qui prend de l'ampleur. Des violences qui se manifestent sous plusieurs formes. C'est plutôt des cas de coups et blessures au niveau des couples. Mais il y a aussi le cas de maltraitance, des hommes qui abandonnent le foyer, laissant femmes et enfants, et qui vont fonder soit un autre foyer ailleurs. Mais en plus de ça, c'est des cas de viol. La clinique juridique et la fondation Djigui La Grande Espérance sont à la tâche au quotidien en vue d'aider ces femmes par l'écoute et la médiation. En tant que médiateur en la matière, nous essayons, quelles que soient les raisons, d'interpeller et de faire en sorte que ces cas de figure ne se reproduisent plus et de donner également, en tout cas, les risques auxquels s'exposent les bourreaux. Et si ça va très loin, nous sommes souvent tellement émus que nous menaçons de saisir la justice. La femme a peur de s'exposer, a peur de ce que lui regarde de la société quand elle veut porter plainte pour un cas de violence qui est fait à son endroit. Donc c'est souvent assez difficile pour les femmes de venir, mais des sensibilisations sont menées, des formations sont menées à l'endroit de ces femmes-là. Avec l'appui des partenaires, nous essayons de sensibiliser ces femmes, de les informer sur leurs droits afin qu'elles puissent défendre ces droits-là. Ces violences sont une atteinte aux droits fondamentaux des victimes.
La journée du 25 novembre est mise à profit pour attirer l'attention des femmes, des pouvoirs publics et des ONG pour l'éradication des violences à l'égard des femmes. Un mot de religion pour refermer la page nationale. Et c'est avec le moyen séminaire Saint-Joseph Mukasa de Yopougon qui a organisé sa traditionnelle messe de rentrée. Occasion pour les séminaristes d'entamer les festivités du cinquantenaire qui s'ouvrent le 6 décembre prochain. Le reportage de Christelle Nunda est commenté par Abou Sanogo. Le cours secondaire catholique moyen séminaire Saint-Joseph Mukasa a 50 ans. Les festivités liées à ce cinquantenaire s'ouvrent le 6 décembre prochain. Nous voulons faire un arrêt pour rendre grâce au Seigneur pour ces 50 ans, faire le bilan et puis voir aussi les perspectives. Et donc nous plaçons ce cinquantenaire d'abord sous l'égide de la rénovation, de la construction aussi des bâtiments. À cet effet, le supérieur a invité parents et anciens pensionnaires du moyen séminaire à s'investir davantage pour son bon déroulement. Je lance donc un appel à tous les anciens de la maison, prêtres et même les évêques qui ont fait ce séminaire et aussi des laïcs qui ont fait ce séminaire. Donc le cinquantenaire, c'est l'affaire de tout le monde. Redonner un visage nouveau à cet établissement qui connaît d'énormes difficultés, c'est l'objectif de ces festivités. Les parents d'élèves présents ont exprimé leurs attentes pour la nouvelle rentrée. Nous attendons beaucoup de cette année scolaire. Sur le plan académique, nous attendons que nos enfants soient toujours les meilleurs. Cette année, nous visons les 100%. L'année dernière, nous étions déjà à 85%. Cette année, nous visons les 100%. Donc cela nécessite du travail, de l'attention. C'est pourquoi les parents d'élèves sont généralement motivés et mobilisés quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'avenir des enfants. Cette cérémonie de rentrée solennelle s'est achevée par une procession vers la grotte mariale afin de lui confier l'année académique 2014-2015 du cours secondaire catholique moyen séminaire Saint-Joseph Mukasa. En bref et en image, au Nigeria, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser dans un marché dans le nord-est du pays. Le double attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, a fait plus de 45 morts mardi selon les secours. Des bâtiments brûlés, des voitures incendiées, des biens détruits, la ville de Ferguson s'embrase depuis l'abandon des poursuites judiciaires contre Darren Wilson. C'est ce policier accusé d'avoir tiré sur le jeune américain noir Michael Brown. 2000 militaires ont donc été déployés sur le terrain pour faire face aux émeutes et renforcer la sécurité à Ferguson. Ils crient leur colère et s'en prennent à la police. Ceux-là utilisent même des armes à feu. Lundi soir, Ferguson s'est à nouveau embrasé, comme en août dernier lorsque cette petite ville du Missouri a été le théâtre de violentes manifestations. Des émeutes raciales provoquées par la mort de Michael Brown, un jeune noir tué par la police. 3 mois après, ce sont les mêmes scènes. La colère ressurgit après le non-lieu prononcé en faveur du policier blanc qui avait tiré. L'homme a toujours affirmé avoir agi en état de légitime défense. Après l'examen exhaustif de tous les éléments, le grand jury a délibéré pendant 2 jours. Il a déterminé qu'il n'y avait pas de raison suffisante d'intenter des poursuites contre l'agent Wilson. À l'annonce de cette décision, la mère de Michael Brown s'effondre. Malgré tout, elle lance un appel au calme, tout comme Barack Obama. Mais les manifestants y restent sourds. La police et la garde nationale venus en renfort essuient des jets de pierre et des tirs d'armes à feu. La réplique se fait à coups de gaz lacrymogène, de coups de matraque et de grenades aveuglantes. Une trentaine de manifestants est arrêtée. Je ne vois pas beaucoup de manifestations pacifiques ce soir et ça me déçoit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour de bonnes raisons, je ne dis pas ça. Je dis que malheureusement, c'est devenu hors de contrôle. Pour l'heure, aucune victime à déplorer, ni d'un côté ni de l'autre. De Seattle à Chicago, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues des grandes villes américaines. Des manifestations dans le calme pour protester contre le non-lieu et dénoncer le racisme qui tue. Ce journal se referme ici. Merci de votre attention. Prochain point de l'actualité sur RTI2, 19h30.